Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence en ce vendredi hivernal, comme on nous l'a déjà souligné. Écoutez, on va pas mal faire le lien avec ce qu'on a vu dans la présentation de Madame Grenion, puis dans la présentation de François René, pour des choses différentes. On va vous reparler un petit peu du milieu scolaire, d'une part. Et puis, François René, merci parce que vous avez bien jeté le cadre théorique de ce qu'on va présenter en pratique. Donc, sans plus tarder, on va passer à la présentation. Je veux juste vous signaler rapidement, vous voyez le lien qui apparaît en rose ici, si vous voulez. Je vais vous le mettre dans la discussion juste ici. En fait, ça vous permet d'accéder à la présentation et ça vous permettra notamment d'accéder aux références que j'ai cachées dans des éléments interactifs de la présentation pour alléger la lecture. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne en cours de présentation. Il y a aussi quelque chose de particulier que je voulais souligner à propos de cette présentation, c'est que Pascal, en fait, est mon informatrice clé. Donc, c'est la particularité de l'invitation que j'ai faite pour elle, c'est que vous allez avoir l'occasion de l'entendre, d'entendre sa part de l'expérience empirique et puis de pouvoir en discuter éventuellement après. Alors, pour ce qui est du plan de présentation, pour contextualiser un petit peu le rôle de Pascal et le développement de notre étude, je vais vous fournir quelques repères concernant les élèves allophones au Québec et leur intégration. Je vais faire un rappel rapide un petit peu de comment ça fonctionne de ce côté-là. Je vais aussi faire le point sur les mesures d'accueil et d'intégration de ces élèves au sein de l'école francophone au Québec. Et puis, je vais reprendre quelques constats issus de la recherche parce que vous allez voir que dans le cadre du rôle de Pascal, la recherche n'a jamais été très, très loin. Ensuite, on va passer à son rôle d'enseignante ressource en intégration linguistique, scolaire et sociale pour que vous compreniez quel était son rôle à l'origine. Et puis, ensuite, on va passer au développement du protocole de recherche pour parler de son rôle en tant qu'informatrice clé. Et on vous propose à la fin une petite réflexion avec un volet prospectif sur notre collaboration chercheur-informatrice et sur l'éventualité d'appliquer certaines de nos pratiques dans d'autres contextes. Alors, rapidement, que vous soyez ou non du Québec, pour vous rappeler un petit peu comment ça fonctionne au niveau de l'intégration des élèves allophones. Dans les médias, on entend souvent parler des classes d'accueil. La classe d'accueil, en fait, elle est née à la fin des années 60 au Québec à l'initiative d'une commission scolaire. Et après la loi 101, donc, qui est la charte de la langue française, donc à la fin des années 70 et pendant les années 80, on va voir une expansion du modèle de la classe d'accueil à Montréal, particulièrement donc en métropole montréalaise. On va retrouver ce modèle dans lequel les élèves allophones issus de l'immigration qui ont besoin d'un soutien en français pour pouvoir suivre les cours en français vont être intégrés dans ces classes, donc qui sont, si je puis me permettre, à part. Un petit peu plus tard, on va voir apparaître un nouveau service qui ne s'adresse pas tant aux élèves allophones issus de l'immigration, mais qui vient répondre à un autre besoin d'apprentissage de la langue française, qui vont être les classes dites de francisation. Donc, celles-ci s'adressent aux non-francophones, mais qui sont nés au Québec. Donc là, on voit qu'on commence à avoir une structuration des services d'accueil et d'intégration et de soutien linguistique qui vont se retrouver sous la houlette de ce qu'on appelle l'intégration linguistique, scolaire et sociale au jour d'aujourd'hui. Encore un peu plus tard, donc en 88, là, on va ouvrir ce qu'on appelle le soutien à l'apprentissage du français pour les élèves allophones intégrés en classe ordinaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'extérieur de Montréal particulièrement, on n'a parfois pas assez d'élèves allophones pour justifier une ouverture de classe. Donc, pour avoir une classe d'accueil qui leur soit réservée. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'ils ont quand même besoin de soutien. On leur offre justement ce qu'on appelle le SLAF, ou les services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français, où en fait l'élève va être retiré de sa classe ordinaire à raison de quelques heures, souvent par cycle de 10 jours ou par semaine, si vous connaissez moins le système québécois. Et ça va de l'ordre de des fois 1 à 2 heures, et moi j'ai vu jusqu'à 18 heures offertes sur un cycle de 10 jours, où voilà, l'élève bénéficie de ce soutien, mais va aussi en classe ordinaire. Donc il y a une composition de son horaire.
Et donc, là, je sors un petit peu de l'école, mais en 96, il y a un projet important à l'échelle québécoise qui va beaucoup jouer dans la démographie des élèves allophones sur le territoire. C'est ce qu'on appelle les mesures de régionalisation, où en fait, les réfugiés pris en charge par l'État au sens de la Convention de Genève vont être invités à s'installer en dehors de Montréal. Donc, ces mesures de régionalisation qui existent depuis les années 90 ont toujours cours. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas à Montréal, hein, mais c'est-à-dire qu'en termes de nombre, là où Montréal a tendance à polariser l'immigration, les réfugiés pris en charge par l'État, eux, en termes de nombre, vont avoir tendance à se retrouver à l'extérieur de la métropole. En l'occurrence, la première région d'accueil va être Québec, donc la capitale nationale. Quand je vous parlais du volet interactif, vous voyez le sigle en haut ici. Ça vous permet de faire apparaître dans votre fenêtre les éléments interactifs. Et ici, vous voyez les références qui soutiennent les explications que je viens de vous donner. Donc, c'est un petit peu comme ça dans chacune des diapositives, si vous souhaitez y accéder après, pendant ou après notre présentation. Donc, au-delà de l'histoire des services d'accueil que je viens de vous présenter, ce qui nous intéresse, c'est de savoir un petit peu ce que les recherches nous ont montré par rapport à l'intégration des élèves allophones et des conditions des acteurs des milieux, parce qu'au Québec, on a de la recherche depuis les années 80 sur ces questions. Des recherches qui sont assez ponctuelles, mais qui vont montrer certaines réalités qui ont tendance ou à perdurer ou à évoluer. Je vais notamment assez rapidement aller dans le rapport qui a été publié en 2012 par Zita de Coninck et Françoise Armand, qui sont donc deux grands noms en fait, de l'observation du secteur Hills au Québec. Si vous voulez, vous pourrez accéder à leur rapport public en cliquant juste ici. Ce que de Coninck et Armand ont fait ressortir à l'échelle de la province, c'est que on a un grand nombre d'élèves allophones qui passent par la classe d'accueil. C'est-à-dire que si on regarde ça en termes de nombre, la plupart des élèves allophones vont passer par les classes d'accueil sur l'ensemble du territoire, notamment à cause de la concentration des classes d'accueil à Montréal. À Montréal, c'est assez spectaculaire d'ailleurs comme nombre. On parle de parfois plus de la moitié des élèves qui sont concernés sur l'île de Montréal. Mais la situation à l'échelle de la province n'est pas exactement la même. C'est-à-dire qu'on a donc une masse critique d'élèves qui passent par les classes d'accueil, mais si on compte les modèles, c'est-à-dire si on compte les modèles entre classe d'accueil et intégration à la classe ordinaire, c'est l'intégration en classe ordinaire qui, elle, va être la plus fréquemment rencontrée. C'est-à-dire que voilà, pour le nombre d'écoles données, on a ce modèle de façon plus régulière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a moins d'élèves allophones, certes, mais par contre, dans un modèle d'intégration en classe ordinaire, on a plus d'enseignants qui sont confrontés à la question de l'accueil des élèves allophones et qui vont accueillir dans leur classe ces élèves, parfois donc, et souvent même aux côtés d'élèves francophones qui, eux aussi, ont d'autres problématiques d'adaptation scolaire, de troubles d'apprentissage, etc. Donc, vous voyez qu'on arrive dans des classes qui vont conjuguer plusieurs problématiques. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir, OK, mais les profs, est-ce qu'ils sont formés en fait à gérer cette diversité? Et si je puis me permettre, c'est là que le portrait se dessine de façon un peu plus nuancée. C'est que si on regarde les profils d'enseignants du français, par exemple, on a dans certaines commissions scolaires, ce qui étaient les commissions scolaires à l'époque, aujourd'hui on parle donc des centres de services scolaires, on avait disons, un pool d'enseignants qui étaient spécialisés en français langue seconde, donc qui venaient des formations type bac en enseignement du français langue seconde, mais on avait aussi eu beaucoup d'enseignants qui, en fait, venaient du régulier ou de l'adaptation scolaire et se faisaient offrir donc un complément de tâches en intégration linguistique scolaire et sociale sans avoir de préparation. Donc, c'est-à-dire que c'est des gens qui n'étaient pas préparés à la didactique des langues ou à l'accompagnement des élèves allophones et qui se retrouvent un petit peu, si je puis me permettre, téléportés dans ces rôles avec des pourcentages de tâches variables. D'ailleurs, moi, j'ai rencontré des gens qui avaient jusqu'à 100% de tâches, d'autres qui avaient juste une petite proportion. Ça dépend des écoles et des commissions scolaires. Marie McAndrew, d'ailleurs, parle de l'effet commission scolaire ou de l'effet école face à ces questions-là. Et puis, pour ce qui est de nos profs du régulier, donc les profs qui, eux, sont au primaire ou au secondaire dans les classes dites ordinaires ou les classes disciplinaires, bien souvent, en fait, la grande majorité d'entre eux n'a pas reçu de formation
quant à l'intégration des élèves allophones. Donc ça, c'était un constat issu de ce rapport qui a été conduit. La recherche de terrain s'est faite en 2006-2007. Là, je vais faire un petit bond dans le temps. Ça, c'est l'étude qualitative longitudinale que j'ai réalisée en 2012-2014, qui a été réalisée dans le cadre justement d'un projet appelé Alloscol, donc pour allophones et scolarisation. Et c'était un projet de formation continue piloté par Zita de Conin, qui est animé également par Lucia Flores de l'Université Laval, et donc qui visait à soutenir le développement du français langue scolaire chez des élèves allophones scolarisés ou sous-scolarisés. Donc, ça portait sur des commissions scolaires et écoles de Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches notamment. Et on a vu passer en tout et pour tout 40 personnes, dont 39 qui ont accepté de participer à la recherche empirique. Donc, on avait 16 écoles représentées, 30 enseignants du primaire, du secondaire, français langue seconde, donc le secteur ILS, le secteur régulier et l'adaptation scolaire. Et on avait également 9 conseillères pédagogiques réparties dans ce qu'on appelait à l'époque les commissions scolaires concernées. En fait, pour vous dresser un peu rapidement le portrait, comme l'avait démontré de Conin qui Armand quelques années plus tôt, l'étude remontrait qu'on avait un manque de préparation des enseignants non spécialistes face à ces questions et qu'il y avait vraiment un grand besoin de soutien qui était ressenti dans leur quotidien professionnel dans un contexte d'inclusion de ces élèves. C'était un peu l'objectif d'Alloscol. L'objectif, c'était de jumeler des enseignants donc spécialistes plutôt du français langue seconde et de l'ILS avec des enseignants du secteur régulier pour qu'ensemble, en fait, ils conjuguent leurs forces et qu'ils essayent d'offrir une adaptation à ces élèves allophones. Donc, c'était l'objectif d'Alloscol, qui était un chantier 7 financé à l'époque par le ministère de l'Éducation. Ce sont des chantiers qui n'existent plus aujourd'hui, mais à l'issue de la première année de cette formation, il y a une initiative qui a vu le jour dans un des milieux, notamment pour répondre aux besoins des enseignants non spécialistes qui accueillent les élèves allophones, mais aussi pour soutenir la qualité des services ILS au sein de cette école. Et donc, c'est de ça qu'on va vous parler aujourd'hui. C'est donc le rôle d'enseignante ressource en ILS. Et j'insiste ici, c'est un rôle qui est né à l'initiative de Pascal, je pense qu'on peut le dire tel quel, et qui a été dynamisé par son milieu. Mais c'est vraiment une initiative née dans le contexte pour répondre à un besoin contextualisé. Et en fait, en allant chercher du côté de la littérature, moi, je savais que Pascal assumait ce rôle depuis un certain temps. Puis quelques années plus tard, je me suis dit, bon, ce serait bien de le documenter parce que finalement, en regardant dans la littérature scientifique, j'ai trouvé un article en anglais qui documentait un rôle similaire. On a plus de documentation sur les enseignants de ressources dans d'autres domaines, mais pas dans celui-ci. Donc, il fallait le documenter. Et en plus, on le documentait en contexte francophone, ce qui, à ma connaissance, n'avait pas été fait. Là, je vais céder la parole à Pascal pour qu'elle vous parle un petit peu de son contexte et de sa réalité au moment où on a commencé l'étude. Oui, alors bonjour. Un petit mot au niveau du contexte de l'étude. Donc, l'étude s'est passée dans une école secondaire dans la région de Québec. C'est considéré comme une petite école secondaire de environ 350 élèves et qui a un indice de défavorisation 10, 10 étant le rang décile le plus élevé. Et c'est une école qui a en proportion presque semblable 3 domaines d'intervention, 3 secteurs. Donc, il y a le secteur des classes ordinaires, le secteur dit régulier, le tiers de la population étudiante est en adaptation scolaire. Et le dernier tiers, ce sont des élèves issus de l'immigration, des élèves très souvent allophones et qui se retrouvent dans des classes d'accueil, entre autres. Et parmi ceux-ci, certains ont une intégration partielle. En raison du nombre élevé d'élèves issus de l'immigration, des élèves allophones qui ne maîtrisent pas la langue d'enseignement, donc ici c'est le français, l'école s'est dotée d'une organisation de services assez large. Donc, il y avait 4 classes d'accueil fermées, donc entièrement constituées d'élèves issus de l'immigration. Ensuite, un service semi-ouvert qu'on appelle, c'est une intégration partielle en classe ordinaire et une intégration qui est graduelle là, selon l'évolution de chaque élève et pour finalement mener à l'intégration totale avec ou sans soutien linguistique là, ponctuel.
Est-ce que par rapport à l'école secondaire, Diane, tu aurais quelque chose à ajouter? Parfait. Alors, on peut poursuivre. C'est ce qui m'amène à vous parler du champ d'intervention de l'enseignante ressource en tant que tel, de mon champ d'intervention. D'abord, ce que je dois spécifier, c'est que ce n'est pas l'enseignement ressource, c'était une mesure qui existait déjà depuis 2005, mais c'était une initiative qui était dédiée aux élèves à risque, là, handicapés ou en difficulté d'apprentissage ou d'adaptation. Puis, étant donné que notre clientèle ici d'immigration est en augmentation constante à l'école, il y avait plusieurs enseignants qui exprimaient un petit peu leur sentiment d'être dépassés, démunis, entre autres. On voyait aussi une certaine tension, là, je dirais, entre les croyances qu'il faut absolument une classe d'accueil fermée, par rapport au choix d'organisation de services que notre école avait choisi. C'était plus une intégration partielle ou régulier. Donc, en raison de tout ça, j'ai alors proposé à ma direction de faire une petite adaptation du rôle original d'enseignant ressources pour y mettre une petite couleur école. Soit une enseignante ressource spécialisée à l'intégration linguistique, scolaire et sociale, dont le rôle serait à 3 niveaux, là, soit offrir un soutien à l'enseignant comme tel sur sa pédagogie, un rôle conseil, offrir un soutien à l'élève comme tel, donc par exemple, ça pourrait être en sciences, sortir les élèves des classes en groupuscules, parce que dans certaines classes de 25 élèves, on peut avoir 12 élèves qui ne maîtrisaient pas la langue d'enseignement. Donc, ça pouvait être aussi un service à la carte comme ça. Et puis d'accompagner, de soutenir la direction là, pour mettre en place une structure, un protocole d'accueil et puis s'assurer que les services répondent aux besoins des élèves. Alors, sur ce, Diane, je vais te céder la parole. C'est ça. Juste rapidement, ici, justement, dans les 2 encarts que vous voyez, on est allé un peu plus loin dans ces interventions. Elles sont expliquées dans les encarts. Et ici, il y a le profil professionnel de Pascal. Pour des raisons de temps, on ne le développe pas ici, mais vous y avez accès si vous regardez la présentation avec le lien que je vous ai donné. Là, je passe maintenant justement à notre rapport chercheur-participante, parce que l'enjeu était de mettre en place donc une collaboration pour conduire cette étude de cas dans le contexte que Pascal a présenté. Et donc, on va essayer de vous expliquer un petit peu comment ça a marché pour nous, notamment pour équilibrer nos intérêts et nos apports mutuels dans le cadre de cette collaboration. Donc, pour que ça fonctionne, il fallait que tout le monde y trouve son compte et on souhaitait vous parler de ce volet-là un petit peu plus et je pense que ça va faire écho à ce qu'on a vu dans les présentations précédentes. Pascal, je vais te laisser commencer avec le côté Diane vient frapper à ma porte, qu'est-ce que je fais de ça? Oui, exactement, parce qu'on doit dire qu'en tant qu'enseignante puis enseignante ressources, on jouit d'une superbe autonomie professionnelle dans ce qu'on fait. Donc, le fait c'est ça, que Diane entre en contact avec moi, une chercheure qui a des données à jour, moi, j'ai trouvé ça intimidant. Devant le fait que je devais m'exposer parce qu'elle allait avoir accès à mon quotidien, elle allait me suivre toute la journée, avoir accès à mes documents, mes interactions. Donc, j'ai toujours eu un souci de bien faire les choses, mais je trouvais que c'était risqué. Il y avait une petite prise de risque de ma part. Toutefois, j'avais une intention très sincère d'améliorer les choses dans mon milieu, d'améliorer le sort de nos élèves allophones dans nos classes, de soutenir les enseignants. Et puis, j'avais aussi un besoin de formation. J'exerçais ce rôle-là depuis 4 ans et je n'avais pas accès à aucune formation de conseillère pédagogique, par exemple. Donc, j'étais un peu laissée à moi-même. Puis, à mes initiatives, on m'accordait vraiment une belle confiance. Il y avait comme ces motivations-là, on pesait beaucoup plus fort dans la balance au final pour que je décide de plonger là, malgré mes petites craintes. Voilà. C'est ça, puis là, comme Pascal vient de l'expliquer, bon, là, moi, je me suis un peu invitée dans son univers professionnel et puis, bon, on parlait de la posture du chercheur tout à l'heure. Bon, je pense que la première posture, c'est d'avoir conscience du privilège qu'on a, en fait, de pouvoir intégrer le milieu. Et puis, bon, moi, on m'a appris que quand on était invité quelque part, on n'arrivait pas les mains vides.
Donc, aussi dans mon approche de Pascal, il y avait l'idée de contribuer d'une façon ou d'une autre à l'aider justement aussi par rapport à ce besoin de formation. J'étais aussi consciente de ça. Je savais aussi que, puisque c'était une initiative assez unique, en fait, bah, voilà, le corollaire, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de communautés de pratique ou de formation autour de ces questions. Et donc, je me suis aussi proposée de contribuer à la fois par le partage et aussi par le conseil que je pouvais lui apporter avec mes connaissances, disons, de chercheur. Donc là, je vais laisser Pascal rebondir là-dessus. Ouais. Oui, bien, j'ai essayé de saisir toutes les occasions qui s'offraient à mon quotidien pour les offrir également, les partager avec Diane, que ce soit d'assister à des réunions d'équipe le midi, accueillir une nouvelle famille sur l'immigration, donc présenter un petit peu le protocole d'accueil, assister à une leçon de soutien en sciences. Quand je dois parler avec une stagiaire pour un rôle conseil, je l'invitais, bien entendu, avec l'accord de la stagiaire. Alors, je lui tendais une perche du genre, est-ce que ça pourrait t'intéresser de venir à cette réunion-là? Puis je la laissais juger de la pertinence ou non. Puis tout à l'heure, j'écoutais parler du biais, le risque du biais de désirabilité. Puis je trouvais ça fort intéressant parce que lorsque j'invitais Diane, j'ai tellement de motivation à améliorer le sort de notre clientèle que je l'ai invité sans égard à mes amitiés professionnelles dans l'école. C'est-à-dire que je l'ai invité à venir voir une enseignante de sciences qui est très résistante à l'intégration en classe ordinaire. Je l'ai invitée à venir m'accompagner quand j'ai rencontré une jeune stagiaire qui est nouvellement arrivée en éducation et qui est formée là-dedans. Donc, j'ai essayé d'aller chercher vraiment une variété et puis je laissais le choix à Diane d'être un peu, de juger selon ses objectifs de sa recherche, de choisir, mais de ce que j'ai compris de sa démarche, qu'elle a, elle a plongé, là, puis elle m'a suivi pas mal partout. Donc, je vais te céder la parole, Diane. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est que là, Pascal a bien expliqué, on parlait du biais de désirabilité et puis de comment l'informateur clé peut éventuellement biaiser un petit peu les gens vers qui il se porte. Je pense que Pascal avait beaucoup de recul par rapport à ça. Moi, de mon côté, ça consistait aussi à respecter les limites d'observation parce que, oui, elle m'a ouvert énormément de portes, mais il y a aussi des limites, bien sûr, à respecter dans ce qu'on peut faire dans un milieu scolaire. Et puis, je pense qu'un autre aspect de notre collaboration qui était important, c'était que je lui expliquais ma démarche. C'est-à-dire que j'expliquais ma démarche empirique, comment fonctionne cette étude de cas, comment ça fonctionne, c'est quoi les coulisses de la recherche, en fait, tout en respectant nos règles de confidentialité et d'éthique. Mais il y avait l'idée de lui faire comprendre ce que moi, j'étais en train de faire, pourquoi, et notamment de la sensibiliser à la question de la triangulation. Donc ça, on va en reparler assez rapidement. Parce que justement, en termes de déploiement méthodologique, le fait que Pascal a joué un grand rôle pour qu'on puisse se rendre ici. OK, c'est bien noté. On va aller rapidement pour la suite. Je vais aller très vite sur la collecte et les participants. Dans le fond, l'étude de cas s'est réalisée, donc vous voyez, sur l'espace d'une année. J'ai rencontré Pascal à 4 reprises, puis vous allez vous dire que je n'ai pas été très sympa, mais en tant que chercheur, je lui ai donné des devoirs entre chacune des rencontres. Elle s'est prêtée au jeu puisqu'elle avait des lectures d'ordre scientifique ou didactique à faire pour que justement dans les entrevues, on puisse en parler ensemble et qu'on puisse faire la comparaison entre son rôle et ce qui est déjà documenté en fait. Et là, vous voyez les flèches en rose. Ça, c'est tout ce qu'on voit ici, entrevue, dire, les flèches en rose et observation, c'est ce à quoi Pascal m'a donné accès et auquel je n'aurais pas eu accès s'il n'y avait pas eu son rôle d'informatrice clé. Donc là, j'aimerais rapidement qu'on aille sur cette diapositive, je pense la plus importante de notre collaboration, c'est justement comment le fait qu'on ait travaillé ensemble nous a permis en fait, d'avoir plus de participants, d'avoir un plus gros niveau de triangulation à niveau multiple et donc d'avoir des données beaucoup plus fiables. Moi, je tiens à souligner que parmi les facteurs facilitants, il y avait le fait que
les gens de la communauté de pratique de Pascal avaient aussi ce désir de contribuer à leur manière, même si ce n'était pas toujours évident de se rapprocher d'une chercheure. Mais ça joue énormément, le fait qu'il y ait un désir en fait, de vouloir contribuer d'une façon ou d'une autre. Mais ce qui vient avec aussi, c'est que sur des questions aussi spécifiques, les gens n'ont pas toujours une écoute en fait, pour pouvoir partager leurs besoins et leurs perceptions. Et ça faisait partie des éléments que les gens avaient besoin aussi de pouvoir exprimer lors des entrevues. Et je pense que ça a participé à faciliter en fait leur intégration aux entrevues réalisées. Je vais te laisser poursuivre, Pascal. Oui, bien, je n'étais pas la seule à être intimidée, là, c'est certain, l'équipe aussi, avec la venue en plus d'une chercheure. Donc, on expose un peu nos croyances, nos pratiques. Et puis, comme l'a mentionné Diane, ce n'est pas tout le monde qui avait, en fait, il n'y avait aucun enseignant qui était formé à recevoir des élèves issus de l'immigration allophone et dont parfois le niveau de littératie ou le niveau des connaissances antérieures est en deçà de la norme québécoise attendue. Donc, il y avait beaucoup de défis. Donc, il y avait là un enjeu, c'est ça, de la démarche, parce que les enseignants avaient un sentiment de compétence qui était ébranlé, là, même des enseignants d'expérience. Et puis, c'est d'accepter de faire preuve de vulnérabilité. Et lorsque j'avais des gens en tête, c'est ça, je m'assurais d'aller chercher quand même une grande variété de profils. Et puis, mes collègues me connaissent aussi. Là, ma carte de visite, c'est l'intégrité puis un désir sincère d'améliorer les choses. Donc, je pense qu'il y avait une part de confiance. Puis, je leur répétais qu'on n'était pas ici dans la complaisance, qu'il y allait avoir un degré de confidentialité dans leurs réponses, que je n'avais pas, tu sais, de se faire confiance. Et là, je viens de voir que le temps, donc je te cède la parole, Diane. Je pense qu'on va s'arrêter là, puis si vous voulez, on pourra poursuivre lors de la période de questions. Il nous restait une diapositive, mais ce n'est pas très, très grave. Je pense qu'elle peut aussi faire l'objet des discussions lors de la période de questions. Merci de votre attention.